Bonjour Marion. Bonjour Mélissa. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la 11e édition de l'ODI, donc l'Observatoire du développement international, qui va porter spécifiquement cette année sur comment est-ce que les groupes français s'organisent en Afrique. Et on va décliner cette thématique sous 3 angles, dont un angle RH pour lequel nous échangeons aujourd'hui. Tout à fait. Donc je vais te poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses nous faire part de ton expertise et partager avec nous les retours d'expérience tirés notamment de tes interactions avec tes clients, donc au sein de l'entité Middle East Afrique du cabinet Morgan Phillips. Aujourd'hui, déjà, donc ma première question, c'est pour tes clients, le RIPAT, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça c'est la grande question. Le RIPAT, quel est-il ? Je pense qu'il y a plusieurs définitions du RIPAT. On veut classiquement le cantonner au profil qui est né et resté en Afrique jusqu'à ses 18 ans, est parti, on va dire, en Europe ou aux États-Unis, Canada, pour se former, et qui, au bout de quelques années, idéalement, d'expérience professionnelle valorisée, se pose la question de, tiens, et si je profitais d'opportunités professionnelles pour rentrer en Afrique ou dans son pays d'origine ou à minima, en tout cas sur le continent. Ça, c'est la définition la plus simple. Maintenant, le RIPAT, ça reste un point d'interrogation parce que c'est difficile de l'aborder comme si c'était un cas facile et unique. Parce qu'en fait, en fonction du temps que le fameux RIPAT a passé en dehors du continent africain, là se pose la question de sa réadaptabilité. Alors, on a effectivement la notion de temps. Mais la notion de temps, c'est aussi combien de temps vraiment est-il resté en lien avec le continent africain ? Est-ce qu'il est allé une fois tous les 10 ans ? Est-ce qu'il est allé tous les trimestres ? Donc ça aussi, c'est une question à aborder. Donc oui, le RIPAT, il est vraiment protéiforme en réalité, parce qu'on s'attaque réellement à l'humain. Et l'humain, ce n'est pas forcément une donnée scientifique, ça évolue, ça bouge. Et ce RIPAT, il a aussi avec lui une famille, un environnement qui l'entoure. Et finalement, les entreprises doivent aussi intégrer cet écosystème qui l'accompagne. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça fait une vingtaine d'années que les entreprises se posent la question du RIPAT. Il y a de très, très belles success stories. Il y a malheureusement eu aussi des difficultés et c'est intéressant de mettre... on ne parle pas suffisamment. Non, et c'est pour ça que c'est justement important aussi d'en parler parce que c'est un chemin qui a parfois été semé d'embûches. Moi, ce que j'ai analysé maintenant depuis, ça fait 15 ans que je suis dans l'environnement du recrutement, c'est que je pense qu'il y a eu un cheminement assez progressif sur, qu'est-ce que le RIPAT ? Comment on l'intègre ? Pour quelles raisons ? Voilà, moi ma question, ça allait vraiment être pour quel bénéfice, quel intérêt justement à favoriser le recrutement d'un RIPAT versus un expatrié, voire même une compétence ou un profil locale. national. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. La problématique au tout début, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière, quand les entreprises ont commencé à pointer du doigt le potentiel RIPAT, c'était d'abord pour résoudre une équation de coût budgétaire. En se disant, forcément, le coût sera moins élevé, le salaire sera moins élevé. Et je pense que là, avec les années, on a vu qu'il y avait une mauvaise compréhension d'un point de vue salaire, coût du RIPAT, parce qu'il faut... il faut raisonner sur cette problématique-ci vraiment de manière globale en cost company. Et on y reviendra certainement plus tard. Mais aujourd'hui, dans le phénomène de rétention, on voit que les packages sont eux aussi assez protéiformes. Mais je pense que le premier choix, c'était de se dire, super, on va résoudre une problématique de coût. Ça va clairement coûter moins cher que l'expat international. Voilà. Ça n'a pas toujours été effectivement une vérité. Donc ça a continué à cheminer, à mûrir. Ensuite, on a eu une approche qui était vraiment, je pense, de réflexion de masse sur on va africaniser toutes les filiales. Et donc certains groupes y sont allés un peu à marche forcée parce que ce n'était pas dans leur ADN immédiat, parce qu'en fait, ils maîtrisaient mal les codes. C'était quoi le déclic au-delà de la notion purement économique, c'était de se dire... Certainement un effet de mode au début, soyons clairs, parce que... Ils voyaient des bons exemples. Je pense que le discours ambiant était aussi de dire il faut favoriser le retour de la fuite des cerveaux, il faut accélérer le développement du continent africain, la diaspora, et là, les RIPAT sont là, ils veulent revenir. Donc on les prend de masse. Je pense que oui, effectivement, il y a eu un effet de mode, un effet d'entraînement. Après tout, si ça marche chez mon voisin que je croise au MEDEF ou au CIAN, pourquoi ça ne marcherait pas chez moi ? Et donc là, on a eu ce phénomène un peu de massification.
qui malheureusement n'a pas été, on va dire, anticipé, géré de la même manière au sein de tous les groupes. Certains groupes étaient en fait tout à fait prêts à cette nouvelle typologie de collaborateurs, et puis d'autres en fait n'avaient pas du tout mûri ce qu'était un RIPAT et ce qu'ils allaient pouvoir lui proposer, comment ils allaient le retenir. Et donc forcément, les succès ont été beaucoup plus faibles. Et je pense qu'en revanche, maintenant, on est vraiment rentré depuis quand même au moins les 5 dernières années dans une logique des groupes qui se disent les RIPAT sont très très bons. En fait. Et il faut pouvoir proposer à leur attention des chemins de carrière qui sont construits, qui sont logiques et qui vont effectivement leur permettre de réellement s'inscrire dans la durée dans nos groupes. Leur offrir des perspectives. On revient toujours sur la rétention. Mais in fine, parce que le sujet du RIPAT, quand il est très bien appréhendé, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le chemin qui se dessine, c'est quand même le prototype qui va réunir à lui tout seul à la fois les hard skills, parce qu'il a été extrêmement bien formé dans un parcours académique de très bon niveau, parce qu'a priori, il a eu des expériences professionnelles très formatrices, il a atteint un certain leadership, une maturité, des compétences de management. Et en même temps, il a tous les soft skills qu'il faut, de compréhension des spécificités locales, de l'appréhension des environnements économiques. Et donc, il arrive à réunir tout ça. Est-ce que cette partie-là n'est pas un peu idéalisée? Si on revient sur ton point de l'inverse des success stories, du coup, des histoires qui n'ont pas marché, ce côté, justement, on présuppose que le RIPAT a les soft skills. Et en plus, je peux donner un exemple. Les soft skills requis pour comprendre les habitudes culturelles, socio-culturelles, je ne sais pas, moi, au Sénégal, ne sont pas forcément les mêmes que ceux requis au Cameroun. Du coup, cette partie-là, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est vraiment très, très difficile à mesurer et qui peut être un vrai challenge pour les RIPAT en soi? Alors oui, c'est un indicateur qui est difficile à mesurer. Maintenant, on en revient au sujet de « Ok, monsieur le candidat, vous êtes un RIPAT, quel est le lien intime que vous avez gardé avec le continent africain ?» C'est pour ça que la question, c'est « Ok, quel est le projet qui est mûri? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en Afrique? Est-ce que c'est un projet que vous partagez de manière vraiment intime avec toute votre famille? Quelles concessions aussi vous êtes prêt à faire par rapport à votre vie actuelle ?» Voilà, c'est vraiment tout le cheminement du RIPAT pour éviter justement que se dire oui, c'est pas un mythe si en fait on s'est vraiment bien posé toutes ces questions en amont. Il n'empêche que je pense que ça reste des profils qui sont habitués à la résilience, à la compréhension, à peut-être plus de distanciation vis-à-vis des choses. Et effectivement, le Sénégal, le Cameroun, c'est pas la même chose. L'Angola, l'Algérie non plus. C'est pas la même chose, mais bon, à plusieurs égards, c'est aussi la même chose. Enfin, c'est ça qui est difficile. Après, on est adaptable ou on l'est pas. Et ça, c'est pour ça qu'on joue sur de l'humain. Et qu'effectivement, sur l'humain, on peut avoir effectivement des failles à un moment qui ne sont pas prévisibles.